Qu'y a-t-il dans la tête d'un homme? Bon, c'est une très bonne question. Il y a beaucoup de choses forcément, hein. Alors je vais pas aller dans les détails de ce qu'il y a dans le mien, dans mon cerveau. Qu'est-ce qu'il y a dans le cerveau d'un homme? Bon, en tout cas, il faut considérer qu'on est tous différents forcément et que suivant l'âge, on n'a pas la même chose dans la tête, ce qui semble évident. Moi, je considère qu'il y a 3 périodes dans la vie et qui font que ça fait un petit peu évoluer cette vision des choses, notre vision qu'on peut avoir des choses. Il y a de 0 à 20 ans, l'enfance, de 20 à 40, 60, 80. Et pour ceux qui ont de la chance, voilà, il y a un peu plus loin. Et bon, de 0 à 20 ans plutôt, pardon. Bon, je considère que si on a à manger tous les jours sur la table, on a une enfance heureuse. Non pas que c'est parce que l'environnement fait qu'on est heureux, c'est que quand on est jeune, être avec ses parents, si on a la chance d'être avec ses parents, ses familles, ses frères et sœurs, en tout cas, disons qu'on est heureux. C'est vraiment la douce enfance, la douce période de la vie. Puis de 20 à 40, c'est forcément un peu plus compliqué. On veut s'affirmer, on veut devenir quelqu'un, on veut se prouver des choses, prouver qu'on est capable. Et forcément, on suit une sorte de système, on suit une sorte de chemin tout prédéfini. En tout cas, quand on grandit en Occident comme moi, c'est ce qui se passe. Et voilà, on s'imagine qu'il faut, avoir un bon travail, hein, dans une bonne société, une bonne entreprise. On nous parle pas d'entrepreneuriat, pas trop en tout cas. On dit qu'il faut fonder une famille, se marier, avoir des enfants, tout ça. Ça paraît être quelque chose de logique, hein, et faut prouver qu'on en est capable et qu'on ne peut pas s'accomplir si on n'y arrive pas. Puis après, on arrive à l'âge de 40 ans. Et là, ça peut un peu varier. Alors, il y a de grands philosophes qui disent que la vie commence à 40 ans. Bon, moi j'en ai 43, donc peut-être que voilà, ça fait 3 ans que j'ai commencé un petit peu à me rendre compte de certaines choses, on va dire. Mais voilà, je pense que c'est l'âge où on se dit que tout est possible. En tout cas, c'est mon cas. Et puis c'est aussi l'âge où on se prend la crise de la quarantaine. C'est-à-dire que voilà, on se dit est-ce qu'on a fait tout ce qu'il fallait? Est-ce qu'on a suivi bien ce fameux système, cette fameuse ligne droite qu'on nous a posée? Bon, c'est une bonne question. Mais au final, je pense qu'au bout d'un certain temps, on passe cette étape. Puis on se rend compte qu'il faut aussi faire les choses en fonction de ce qu'on a envie, de ce qu'on est. Et puis pas se laisser guider par un système prédéfini. Hein. On ne dit pas qu'on s'est forcément trompé. Hein. On a fait des choses. Hein. On a trouvé un bon travail. On a fondé une famille. On peut se dire que ça c'est fait. Et puis que voilà, il est temps de passer à autre chose. Voilà ce qui est un peu dans le cerveau d'un homme. Il y a aussi beaucoup d'autres choses. Mais je ne vais pas m'étaler ici. Parce qu'au bout d'un moment, forcément, c'est le genre de sujet où on parle un petit peu trop de soi. Et entre autres choses, dans le cerveau d'un homme, dans la tête d'un homme, il y a des fantasmes, il y a comment dire, des envies, des besoins. Il y a aussi beaucoup de pression. Quand on a un père de famille, c'est quand même des responsabilités. C'est une sorte de pression. On se dit, il faut assurer, quoi. Donc voilà, on va charbonner, on travaille. Et parfois, ça peut être au détriment de la vie familiale. Donc c'est des équilibres, comme tout dans la vie, ce sont des équilibres qu'il faut réussir à trouver. Et
Et aujourd'hui, je voulais aussi faire le lien par rapport à ce qu'on peut mettre dans le cerveau d'un homme. J'aime bien parler un petit peu de technologie. Et donc, je voulais aussi évoquer le sujet de Neuralink, hein, sans transition, on va dire. Alors Neuralink, bon, j'ai vu quelques articles récemment qui m'ont un peu fait réfléchir. Donc je ne sais pas si vous connaissez, Neuralink, c'est une entreprise du fameux Elon Musk, encore lui. Hein. On ne parle que de lui décidément. C'est peut-être mauvais signe, je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est une société qui a pour but de mettre des implants dans le cerveau des gens, dans le cerveau des hommes. Donc ça peut faire peur, ça peut faire très science-fiction. Mais le gars semble sérieux. Hein. Donc qu'est-ce qu'il raconte ? Déjà, quand il parle de cerveau, il assimile ça il essaie de calculer le débit d'un cerveau. C'est-à-dire, il nous dit, le cerveau, il a à peu près en moyenne sur 24 heures, 1 bit par seconde en sortie. Voilà. Donc on est loin des mégabits qu'on peut avoir sur nos téléphones. Et donc voilà, il fait le rapprochement en disant bon bah on a ce débit qui est limité par le cerveau. Ok, première chose. Deuxième chose, il dit qu'on est devenu un peu des cyborgs avec nos téléphones qui sont devenus déjà l'extension de tous les gens, de toutes les personnes. Donc on a son cerveau, on a son téléphone pour communiquer avec d'autres personnes, s'informer, etc. Bon, très bien comment ça fonctionne, le téléphone. Et lui, il considère que c'est déjà une extension de nous-mêmes, que c'est donc on est déjà des cyborgs et qu'on peut même ressentir le fameux phantom pain qu'ont les soldats qui ont perdu un membre, une jambe ou un bras, où ils ont mal à ce bras alors qu'ils ont déjà été amputés de celui-ci. Et donc, ce qu'il nous dit, c'est qu'on peut ressentir cette même phantom pain quand on n'a pas son téléphone. Ensuite, il nous dit également on est limité par rapport à notre usage et notre interface avec le téléphone. On arrive à taper au maximum quelques symboles, quelques caractères par seconde sur notre téléphone pour interagir avec. Et que si on veut être aussi rapide que les futures intelligences artificielles, du moins optimiser tout ça, il nous faut une nouvelle interface homme-machine. Et c'est de là qu'est venue son idée, enfin je ne sais pas si c'est son idée, hein, parce que je pense qu'il s'inspire beaucoup de la SF, de la science-fiction, hein, pour trouver ses idées de projet. Mais en gros, il faut se connecter directement sur le cerveau pour pouvoir interagir avec la machine. Une interface cerveau-machine. Ok. Et comment il fait ça ? Alors, l'idée, vous connaissez peut-être, hein, mais sur Neuralink, l'idée, c'est de mettre une espèce de puce dans le cerveau. Et cette puce va être connectée à des électrodes qui vont aller capter les signaux du cerveau. Donc la première version, elle a 1000 électrodes. Ok, donc 1000 électrodes, ça permet pas encore de capter grand chose, mais l'idée c'est de mettre ces électrodes un petit peu partout dans le cerveau et elles vont capter les signaux électriques qu'il y a entre les neurones pour après les comprendre, les apprendre et puis les influencer, c'est-à-dire qu'après on pourra déjà en captant ce qu'il y a entre chaque neurone, on pourrait imaginer lire les pensées de quelqu'un. Et puis en créant d'autres ondes électriques entre les neurones, on pourrait envoyer des signaux. Et donc il y a déjà 2 patients qui ont cette espèce de système dans la tête. Et a priori ils vont bien, hein, dernière nouvelle. Et donc ils ont mis 1000 électrodes. Et alors les électrodes elles sont mises avec un robot Tesla bien évidemment, parce qu'on parle d'Elon Musk.
Et donc, le robot, c'est un robot chirurgien ou neurochirurgien, une espèce de casque qu'on met sur la tête. Et il place ses électrodes directement dans le cerveau. Pourquoi un robot? Parce que déjà, il faut en mettre 1000. Ça fait quand même un sacré boulot. Et puis, il faut être très très précis et très rapide. Parce que forcément, dans le cerveau, avec quelqu'un qui respire, plus les battements du cœur, le cerveau est toujours en train de bouger, en fait, un petit peu. Et donc, c'est quasiment qu'un robot qui pourra mettre ces 1000 électrodes pour capter pour arriver à les mettre dans le cerveau de quelqu'un. La prochaine étape, c'est 3000 électrodes. Et il prédit qu'il faut 1 million d'électrodes dans un cerveau pour être 100% opérationnel. Ok, ça peut paraître un peu fou. Mais 1 million d'électrodes qui capteraient 1000 neurones, ça fait que potentiellement on pourrait parler avec 1 milliard de neurones. Ce qui est pas si mal, ce qui est loin du compte par rapport à ce qu'on a dans la tête. Mais ça pourrait être suffisant pour arriver à faire ce qu'il veut faire. Alors forcément l'idée c'est d'interagir là-bas soit avec nos téléphones, avec d'autres machines, ou directement connecté avec son Starlink. Il est tellement fou que pourrait mettre une puce dans la tête qui serait connectée directement à ses satellites. Et là, tout le monde pourrait communiquer un peu comme par télépathie directement. Il y a plein de sujets un petit peu fous autour de tout ça. Mais voilà, c'est l'idée, c'est ça qu'on veut nous mettre dans la tête et nous enlever. Alors, les applications, elles pourraient être très variées. On pourrait soigner des maladies qui sont liées à tout ce qui se passe dans notre tête, qui sont liées à nos neurones. La cécité, par exemple, si on voit le nerf optique n'envoie plus de signaux par rapport à la vision, on pourrait les recréer. À partir du moment où ce sont des signaux électriques, potentiellement, ce système pourrait le remplacer. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Il y aurait des mises à jour, forcément, avec des nouvelles versions. On compare ça à l'iPhone. Si tu as l'iPhone 1 dans la tête et qu'il y a l'iPhone 4 qui existe, peut-être que tu voudras avoir la toute dernière version, ce qui est bien possible. Et donc ça a été testé sur des animaux, sur des primates, je crois. On est pour ou contre. J'imagine que les vegans vont un petit peu sauter au plafond, ce qui pourrait être logique, du moins les protecteurs des animaux. Ils ont mis 3 implants successifs, je crois, sur un singe. Et ensuite, ils l'ont enlevé. Et il ne dit pas si le singe allait bien après. Je crois qu'au niveau de la réversibilité, c'est pas encore très sûr que ça ne cause aucun problème. Donc ça c'est vraiment à réfléchir. Je pense en tout cas qu'il faut se poser vraiment les bonnes questions. Et donc voilà. Il y a déjà plein de choses dans le cerveau d'un homme. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller y mettre une machine pour capter les ondes électriques, lire les pensées, en créer peut-être de nouvelles, nous envoyer des souvenirs, comme dans Total Recall. Ce gars-là, il regarde tellement de fiction que je pense qu'il y a forcément pensé. Puis un dernier point qu'il soulève, c'est que potentiellement on pourrait sauvegarder le cerveau de quelqu'un et puis ainsi le télécharger dans le cloud et soit vivre dans une simulation, soit le mettre dans le corps d'une autre personne. Un petit peu comme la série qu'il y avait sur Netflix, là, Altered Carbon, un truc comme ça, qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Donc voilà. Je pense qu'on peut débattre sur ce qu'il y a dans le cerveau d'un homme ou ce qu'on peut débattre sur ce qu'on souhaite y mettre. En tout cas, c'est un vaste sujet. Et la grande question, ça va être est-ce que vous êtes prêt à mettre un équipement comme ça dans votre tête? Alors je suis sûr que pour l'instant, tout le monde va répondre non, j'ai pas envie, ce que je peux bien comprendre.
Mais voilà, l'idée c'est aussi de lutter face aux intelligences artificielles, aux futures machines, aux futures technologies, de pouvoir les comprendre, de pouvoir vivre avec. Si elles deviennent incontournables, est-ce que ce sera indispensable? C'est une bonne question. Donc pour l'instant la question ne se pose pas, hein, on est encore loin. Moi je pense qu'il faut prendre tout notre temps. Hein. Je ne suis pas du tout pressé que ça devienne incontournable non plus. Et puis après, on ne sait pas hein, comment les choses vont évoluer. Hein. J'ai connu des réfractaires, par exemple, à l'iPhone qui, après l'avoir essayé, en sont devenus totalement accros. Peut-être que ce sera pareil avec Neuralink. Bon, au jour d'aujourd'hui, personne ne le souhaite, mais potentiellement, ça peut arriver. Donc, il conclut en disant qu'il y a 8 milliards de personnes. Peut-être que 1 milliard de personnes voudraient l'avoir dans le futur. Et donc avec ces robots chirurgiens Tesla, basés sur les technologies Tesla et sur son intelligence artificielle, un chirurgien réel, un humain, pourrait piloter peut-être une dizaine, une centaine, je ne sais pas, de ces robots chirurgiens pour s'assurer que tout va bien et puis mettre des implants à grande échelle, en masse, dans tous les cerveaux des gens. Donc voilà, il parle de 600 secondes, soit 10 minutes, pour ne pas que l'opération soit trop longue, qu'on puisse le faire à un maximum de personnes. Il dit aussi qu'il faut que le robot aille très très vite, mais qu'il respecte quand même les lois de la physique, que s'il bouge à l'intérieur du cerveau, au-delà de la vitesse du son, ça va créer un bang dans le cerveau et qui forcément risque de ne pas être très bon. Donc le robot doit être sous la vitesse sonique, subsonique. Et que ça peut, dans ce cas-là, ça pourrait marcher. Hein. Le gars a l'air sérieux, il y croit. Donc on verra. En tout cas, voilà ce qu'il y a dans le cerveau d'un homme et surtout ce que la technologie et le monde d'aujourd'hui souhaiteraient y ajouter. Et puis, voilà, j'espère que ça vous intéresse. N'hésitez pas à réagir. J'imagine que personne ne veut un Neuralink dans la tête, mais la question mérite d'être posée. À bientôt!